Et je suis David, j'ai 25 ans, et je jongle entre les cours de l'université, un travail à temps partiel exigeant et la pression constante d'être le soi-disant responsable de ma famille. Grandir dans un foyer strict avec mon jeune frère, Evan, n'a pas été facile. Nos parents, Sandra et Michael, avaient des règles et des attentes pour tout, couvre-feu, notes, tâches ménagères, vous n'y pensez même pas. Mais, pour une raison quelconque, ces règles semblaient toujours s'appliquer davantage à moi qu'à Evan. Evan a 21 ans maintenant, et tandis que j'ai passé ma vie à essayer de répondre à chaque attente, il a maîtrisé l'art de les esquiver complètement. C'est l'enfant gâté insouciant qui s'en sort toujours indemne, quoi qu'il arrive. Qu'il manque l'école, qu'il reste dehors toute la nuit ou qu'il transforme la maison en zone de fête, Evan s'en tire toujours. Moi, en revanche, je ne peux même pas manquer un dîner de famille sans qu'on me dise que je dois donner le bon exemple. La double moralité est là depuis que je me souviens. Une fois, quand nous étions enfants, j'ai accidentellement fait tomber une lampe en la dépoussiérant. Mes parents m'ont puni pendant 2 semaines. Quelques années plus tard, Evan a lancé une balle de baseball directement à travers la fenêtre du salon, et tout ce qu'il a reçu a été une tape sur le poignet et un rappel de faire plus attention la prochaine fois. Ces moments ont planté les premières graines de ressentiment en moi, même si j'ai essayé de minimiser cela comme faisant partie de l'expérience d'être l'aîné. Maintenant, je commence à réaliser que c'est plus que ça, c'est un schéma, un cycle constant et épuisant où les erreurs d'Evan sont ignorées et les miennes sont amplifiées. Mes parents semblent penser que, comme je suis l'aîné, je peux en supporter davantage. Ils voient ma responsabilité comme un puissant fond dont ils peuvent puiser, tandis qu'Evan est traité comme s'il apprenait encore à être un adulte fonctionnel. La semaine dernière a été un exemple parfait. Je suis rentrée tard après avoir fait un double service au cafétéria, et quand je suis arrivée à la maison, mon père m'a accueilli avec les sourcils froncés et un sermon sur la gestion du temps. David, tu dois améliorer ton équilibre entre le travail et les études, m'a-t-il dit. Tu n'es pas seulement responsable de toi-même, tu donnes l'exemple à ton frère. Pendant ce temps, Evan était allongé sur le canapé, les écouteurs sur les oreilles, jouant à des jeux vidéo comme s'il n'avait aucun souci au monde. Il avait encore manqué ses cours ce jour-là, mais personne ne semblait le remarquer ou s'en inquiéter. Ce ne sont pas seulement les grandes choses qui m'épuisent, ce sont les petits rappels quotidiens de la différence d'attente pour nous deux. Si j'oublie de sortir les poubelles, je reçois une réprimande sur ma paresse. Si Evan néglige ses corvées pendant une semaine, on le laisse passer avec un rire, en disant « c'est comme ça qu'est Evan ». Quand je demande pourquoi il n'a pas à suivre les mêmes règles, on me dit qu'il est plus jeune, qu'il comprendra plus tard. Ce qui me frustre le plus, c'est la façon dont Evan semble se délecter de cette dynamique. Il sait qu'il peut s'en tirer avec presque tout et il en profite. Si j'essaie de l'appeler à l'ordre, il minimise cela avec son sourire suffisant. Déstresse, David, dit-il, tu es comme un manuel de règles ambulant. C'est exaspérant, mais j'essaie de ne pas lui montrer à quel point cela me dérange. Je sais que me disputer avec lui ne changera rien, cela ne fera que lui donner plus de carburant pour ses plaisanteries. J'ai appris à baisser la tête et à me concentrer sur mes objectifs. Entre mes services au cafétéria et mes études, je n'ai pas beaucoup de temps pour penser au drame familial. Je continue à me dire qu'une fois que j'aurai obtenu mon diplôme, trouver un bon travail et déménager, rien de tout cela n'aura plus d'importance. Mais au fond, je sais que ce n'est pas si simple. Le ressentiment s'est accumulé pendant des années, et ce n'est pas quelque chose dont je peux simplement m'éloigner. Le favoritisme n'est pas toujours évident, mais il est là dans la façon dont mes parents nous répondent. Quand Evan saute un dîner de famille, il le mentionne à peine, mais quand je suis en retard à cause du travail, je reçois un sermon sur l'importance de prioriser la famille. Si Evan rentre ivre après une fête, il l'attribue aux erreurs de jeunesse. Si je laisse une lumière allumée pendant la nuit, je reçois une réprimande pour le gaspillage d'électricité. Parfois, je me demande s'ils se rendent même compte de ce qu'ils font. Voient-ils la double moralité, ou se sont-ils convaincus que c'est ainsi que fonctionnent les familles ? J'ai essayé de le mentionner à quelques reprises, mais les conversations se terminent toujours de la même manière, avec eux qui rejettent mes préoccupations ou me renvoient la faute. Tu es juste jaloux de ton frère, disent-ils, ou tu devrais être fier de lui, il se débrouille. Fier ? Fier de quoi ? De manquer les cours ? De saccager la maison ? Cela n'a aucun sens pour moi.
Je ne suis pas parfait, mais j'ai passé toute ma vie à essayer de faire ce qui est juste. J'ai travaillé dur pour me construire un avenir, et j'ai essayé d'être le genre de personne dont mes parents pourraient être fiers. Mais j'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. C'est toujours moi qui suis sous le feu des projecteurs, tandis qu'Evan s'en sort sans se soucier du monde. Plus j'y pense, plus je réalise à quel point cette dynamique m'a façonné. Je suis devenu quelqu'un qui réprime sa frustration, quelqu'un qui évite le conflit parce que je sais que cela ne mènera nulle part. J'ai passé des années à me mordre la langue, en attendant que les choses s'améliorent, mais rien ne change. Et dernièrement, j'ai commencé à me demander si cela changera un jour. En regardant en arrière, je crois que je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas aggraver les choses. Je pensais que si je continuais à jouer le rôle du fils responsable, mes parents finiraient par me voir pour ce que je suis. Mais tout ce que cela a fait, c'est créer un cycle où le comportement d'Evan est excusé et le mien est scruté. Chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet, on me dit que j'exagère ou que j'ai besoin d'être plus patient. C'est épuisant. Je veux croire que les choses s'amélioreront une fois que j'aurai déménagé. Je veux croire que je me sentirai enfin libre des comparaisons constantes et des attentes injustes. Mais une partie de moi n'est pas sûre que cela changera jamais vraiment. Comment réparer quelque chose lorsque les personnes impliquées ne le voient même pas comme un problème? Comment avancer lorsque le ressentiment a déjà pris racine? Je ne connais pas encore les réponses, mais je sais une chose avec certitude, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Quelque chose doit changer, et si mes parents ne le voient pas, et qu'Evan ne le reconnaît pas, alors c'est peut-être à moi de prendre le contrôle de ma propre vie. Tout a commencé avec la musique, une basse puissante qui résonnait dans les murs, plus fort que ce que n'importe quelle personne raisonnable mettrait un mercredi soir. J'étais à mon bureau en train d'essayer de terminer un travail de recherche que je devais rendre le lendemain matin. Entre mon travail à temps partiel au cafétéria et une charge complète de cours, les soirées comme celle-ci étaient ma seule chance de rattraper mon retard. Mais avec Evan qui mettait de la musique à fond à 2 portes de là, la concentration était impossible. J'ai tapé sur le mur plusieurs fois, en espérant qu'il comprenne le message. Il n'y a eu aucune réponse. La musique continuait à jouer fort. Après quelques minutes, j'ai jeté mon stylo et je me suis dirigé vers sa porte. Elle était grande ouverte, et le voilà, vautré sur son lit avec ses écouteurs autour du cou et une manette de jeu vidéo dans les mains. « Evan, peux-tu baisser le son ?» ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. « Je dois finir un travail. » Il m'a regardé, souriant comme si je venais de lui dire que j'écrivais un essai sur l'histoire de la poussière. « Déstress, David, a-t-il dit, sans se donner la peine de bouger. Ce n'est même pas si fort. C'est assez fort pour que je l'entende dans ma chambre, ai-je rétorqué. Je dois travailler. Evan a haussé les épaules et a pris la télécommande. Pendant un bref instant, j'ai pensé qu'il allait baisser le son. Au lieu de cela, il a passé au morceau suivant, la basse encore plus forte qu'avant. Voilà, mieux. Ma patience a atteint ses limites. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ai-je crié. Tu crois que le monde entier tourne autour de toi? Tu n'es pas la seule personne qui vit ici. Evan a ri, comme si ma colère était une sorte de blague. Calme-toi, mec, tu es tellement tendu tout le temps. Pas étonnant que maman et papa te soient toujours dessus. C'est à ce moment-là que la frustration que j'avais refoulée pendant des années a éclaté. Tu es sérieux en disant ça? On me tombe dessus parce que j'essaie de faire quelque chose de ma vie. Pendant ce temps, toi, tu sautes les cours, tu organises des fêtes et tu traînes comme si tu n'avais rien à perdre. Evan a laissé tomber la télécommande, se penchant contre ses oreillers comme s'il avait tout le temps du monde. Pourquoi est-ce que ça t'importe autant ce que je fais? Ce n'est pas de ma faute si tu es obsédé par les règles. Ce ne sont pas les règles, Evan, c'est le respect. Le respect de cette maison, le respect de maman et papa, le respect de n'importe qui d'autre que toi-même. Mais tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Parce que tu ne l'as jamais eu. Son sourire a hésité pendant une fraction de seconde, mais avant que je puisse insister sur le sujet, maman et papa sont apparus au bout du couloir, attirés par les cris. Le visage de maman était un mélange de confusion et d'inquiétude, tandis que papa semblait fatigué et ennuyé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé maman, son regard fixé entre nous. « David exagère pour rien,
a dit Evan, m'interrompant avant que je puisse parler. Je mettais de la musique, et il s'est énervé. Exagéré, ai-je répondu. Tu mets de la musique à fond depuis 1 heure pendant que j'essaie d'étudier, et quand je t'ai demandé de baisser le son, tu l'as augmenté. David, a dit papa, d'une voix basse et menaçante, baisse le ton. Baisse le ton, ai-je répété, incrédule. Je ne suis pas le problème ici, c'est Evan. C'est lui qui ne se soucie de personne d'autre, c'est lui qui ne rend jamais de compte. Maman s'est approchée, posant une main sur mon bras. David, chéri, tu es épuisé. Pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre et ne te reposes-tu pas? On en parlera plus tard. Je me suis retiré de son contact. Plus tard? Rien ne change jamais. Ensuite, vous lui trouvez toujours des excuses. Toujours, et j'en ai assez. David, ça suffit, a dit papa fermement. Va maintenant dans ta chambre. Je suis resté là un moment, les regardant avec incrédulité. Evan était adossé au chambranle de sa porte, observant la scène avec ce même sourire suffisant. C'était comme s'il savait exactement comment cela allait se terminer, et il ne s'était pas trompé. Avec un dernier regard dans sa direction, je me suis retourné et je suis retourné dans ma chambre, claquant la porte. Je me suis assis au bord de mon lit, les mains tremblantes de frustration. Ce n'était pas seulement la musique, ni même la façon dont Evan m'avait ignoré, c'était tout, les années de double moralité, la pression constante d'être le responsable, la façon dont mes parents semblaient toujours prendre son parti, quoi qu'il arrive. J'avais atteint mes limites, et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore tenir. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Je suis partie tôt pour aller travailler, ne voulant voir personne. Quand je suis rentrée à la maison plus tard dans la soirée, maman m'attendait dans la cuisine. Elle coupait des légumes pour le dîner, mais la façon dont elle m'a regardée m'a dit qu'elle attendait une occasion de parler. David, a-t-elle dit doucement, à propos de hier soir. J'ai posé mon sac, me préparant à ce qui allait venir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a soupiré, laissant tomber le couteau. Tu dois arrêter de laisser Evan t'affecter. Il est jeune, ça lui passera. Ce n'est pas le problème, maman, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Le problème, c'est qu'il ne fait jamais face aux conséquences. Toi et papa le laissez faire ce qu'il veut, et ensuite vous vous attendez à ce que je nettoie après lui. Ses lèvres se sont tendues en une fine ligne. Ce n'est pas vrai. Nous le disciplinons quand c'est nécessaire. Vraiment, l'ai-je défié. Parce que de là où je suis, il semble qu'il s'en tire à chaque fois, et pendant ce temps, c'est moi qui dois faire face aux conséquences. David, a-t-elle dit, son ton changeant en quelque chose de plus défensif, nous faisons de notre mieux. Evan est encore en train de se trouver. Tu es plus âgé, tu devrais savoir comment gérer des situations comme celle-ci. Voilà encore, la même excuse que j'avais entendue 1000 fois. Tu es l'aîné, sois le plus raisonnable, prends le chemin le plus facile. Je voulais crier, mais à la place, j'ai juste hoché la tête, avalant les mots que je voulais vraiment dire. Bien, ai-je dit à voix basse, mais ne vous attendez pas à ce que je continue à nettoyer ces dégâts. Elle n'a pas répondu, et je suis sortie de la cuisine en me sentant plus seule que jamais. Ce soir-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, je suis restée à regarder le plafond, me demandant combien de temps je pourrais encore faire cela. Mes parents ne voyaient pas le problème, et Evan s'en fichait. J'étais pris au piège d'un cycle que je ne pouvais pas briser, et personne ne semblait le remarquer ou se soucier de ce que cela me faisait. Quelque chose devait céder, seulement je ne savais pas encore quoi. La nuit où tout s'est effondré devait être tranquille. Je venais de terminer un long double service au cafétéria et je m'étais traînée jusqu'à la maison, ne rêvant que d'une douche chaude et peut-être d'une heure de sommeil avant de recommencer tout. Mais quand je suis entrée dans la maison, tout espoir de paix s'est évaporé immédiatement. L'endroit était un désastre. Il y avait des canettes vides et des gobelets en plastique éparpillés par terre, l'odeur de bière rance flottait dans l'air, et quelqu'un avait renversé un pot de fleurs, laissant de la terre éparpillée sur le tapis. La table basse du salon, celle que mes parents avaient achetée pour célébrer leur 25e anniversaire de mariage, était fendue en deux. Evan était au centre de tout, assis sur le canapé avec quelques-uns de ses amis, riant comme s'il n'avait aucun souci au monde. L'un d'eux avait les pieds sur l'accoudoir, répandant des chips sur les coussins.
La musique jouait à fond sur les haut-parleurs, et le battement des basses se sentait comme une agression physique après la longue journée que j'avais passée. Evan, ai-je crié par-dessus le bruit, ma voix brisée en partie par l'épuisement et en partie par la frustration qui bouillonnait en moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il s'est retourné pour me regarder, levant paresseusement une boisson dans un salut simulé. Salut, Dave, longue nuit au travail ? J'ai serré les poings, essayant de garder mon calme. Tu organises une fête ? Tu plaisantes ? Maman et papa vont être terrifiés quand ils verront ça. Il a haussé les épaules, souriant comme si toute la situation n'était qu'une autre blague. Déstress, mec, je vais nettoyer avant qu'il ne rentre. Tu vas nettoyer, ai-je répondu. Comme tu as nettoyé après la dernière fête et celle d'avant ? Les voisins ont appelé la police, Evan. L'un de ses amis a reniflé, savourant clairement le spectacle. Evan n'a fait que rire, se penchant contre les coussins. Ne t'inquiète pas, tu stresses toujours pour rien. Pourquoi tu ne vas pas te coucher ou quelque chose comme ça ? L'audace pure de ses paroles m'a fait bouillir le sang. Je me suis approché des haut-parleurs et j'ai débranché la prise, plongeant la pièce dans le silence. Ses amis ont commencé à protester, mais je m'en suis fichu. J'en avais assez. Sortez, ai-je dit, d'une voix basse mais ferme. Vous tous, maintenant. Evan s'est levé, levant les mains en signe de reddition simulée. Bon, la fête est terminée, content maintenant. Ses amis ont gémi et ont commencé à ramasser leurs affaires, me lançant des regards noirs en sortant par la porte. Je suis resté au milieu des décombres, respirant difficilement. La maison était toujours un désastre, et Evan ne semblait pas le moins du monde désolé. Ce n'est pas seulement à cause du désordre, Evan, ai-je dit, la voix tremblante. Tu continues à faire ça encore et encore, et personne ne te tient responsable. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il a roulé des yeux et s'est dirigé vers la cuisine, prenant un soda dans le réfrigérateur. Pourquoi est-ce que ça t'importe autant ? Ce n'est pas ton problème. Si, c'est mon problème, ai-je rétorqué. Parce qu'à chaque fois que tu fais des bêtises, c'est moi qui dois faire face aux conséquences. Tu te rends compte de la pression que tu mets sur tout le monde ? Sur moi ? Il a pris une longue gorgée de soda, puis il m'a lancé ce même sourire suffisant qui me donnait envie de crier. Tu es trop tendu, David, c'est ton problème. Peut-être que si tu te détendais, tu ne serais pas si amer tout le temps. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et a monté les escaliers, me laissant seul avec le désordre. Pendant un moment, je suis resté là debout, regardant la table basse fendue, la terre sur le tapis, le chaos qui était devenu si familier dans cette maison. Puis, j'ai pris un sac poubelle et j'ai commencé à nettoyer. Quand j'ai fini, il était presque 3 heures du matin. Je me suis traîné à l'étage et je me suis effondré sur mon lit, mais le sommeil n'est pas venu. Mon esprit continuait à reproduire les événements de la nuit, la façon dont Evan s'était moqué de moi, la façon dont ses amis avaient agi comme si tout était une sorte de blague. Je me sentais pris au piège, étouffé par le poids des attentes et le cycle constant de nettoyage après lui. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine quand mes parents sont entrés par la porte. Maman s'est figée au moment où elle a vu la table basse, s'est porté la main à la bouche et a poussé un cri aigu. « Qu'est-il arrivé ici ?» a-t-elle demandé, la voix teinte de panique. Papa est entré derrière elle, son expression s'est assombrie tandis qu'il examinait les dégâts. J'ai posé mon café et je les ai regardés dans les yeux, sachant exactement comment cette conversation allait se dérouler. Evan a organisé une fête hier soir, ai-je dit, essayant de garder un ton uniforme. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais il n'a pas obéi. Maman s'est tournée vers Evan, qui entrait tranquillement dans la pièce, ayant l'air trop détendu pour quelqu'un sur le point d'être réprimandé. « Evan, est-ce vrai ?» a-t-elle demandé. Il a haussé les épaules, lui lançant ce même sourire d'agneau que lui avait tant de fois tiré d'affaire. « Ce n'était pas si grave, David exagère. » Exagère ? J'ai senti la vague de colère si forte que cela a fait trembler ma main. « Exagère ?» ai-je dit, pointant du doigt la table fendue et le désordre qui restait encore dans les coins de la pièce. Regarde autour de toi. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une exagération ? Evan a croisé les bras, son sourire s'est estompé pour devenir quelque chose de plus dur. Si c'était si important,
Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté avant? Tu agis toujours comme si tu étais aux commandes, n'est-ce pas? Peut-être que tu aurais dû faire ton travail. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Avant que je puisse répondre, papa est intervenu, d'une voix ferme. David, ça suffit. On va s'occuper d'Evan. Tu n'as pas besoin d'aggraver les choses. Aggraver les choses, ai-je répété, la voix haute. Je n'ai pas organisé la fête, je n'ai pas enfreint les règles, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai tort. David, a dit maman doucement, on sait que tu es frustré, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Je les ai regardés, l'incrédulité inondant ma poitrine. Il ne pouvait pas être en train de me prendre pour un imbécile, mais bien sûr qu'il le faisait. C'était le même scénario que j'avais entendu toute ma vie. Bien, ai-je dit, d'une voix plate. Si vous voulez que j'arrête d'aggraver les choses, vous pouvez vous en occuper vous-même. Je suis sortie de la cuisine comme une fusée, les laissant là debout au milieu des décombres. En haut, je me suis jetée sur mon lit et je suis restée à regarder le plafond, le cœur battant fort. Je ne savais pas combien de temps je pourrais encore faire ça, mais une chose était claire, quelque chose devait changer, sinon, je ne savais pas combien de temps je pourrais encore supporter. Le jour où ma voiture a disparu a commencé comme les autres. Je suis rentrée tard le vendredi soir après un autre long service au cafétéria, épuisée mais soulagée d'avoir le week-end pour rattraper mon retard et peut-être même prendre une pause. Cependant, quand je me suis réveillée le samedi matin et que j'ai regardé par la fenêtre, ma voiture n'était pas dans l'allée. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être garé dans la rue et que je l'avais oubliée, mais quand je suis sortie et que j'ai vu l'espace vide où elle aurait dû être, la panique m'a envahie. Ma première pensée a été qu'elle avait été volée. Le cœur battant fort, je suis rentrée en courant à la maison. Maman? Papa, ai-je appelé, essayant de garder ma voix ferme. Quelqu'un a-t-il vu ma voiture? Papa a levé les yeux de son café, fronçant légèrement les sourcils. Evan l'a prise, a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il a dit qu'il devait faire une course. Je l'ai regardé fixement, l'estomac se rétrécissant. Quoi? Evan n'a même pas le permis. Papa a haussé les épaules, comme si ce n'était pas une grosse affaire. Elle reviendra sûrement bientôt. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon frère, qui n'avait pas le permis et n'avait aucun droit de conduire, avait pris ma voiture sans demander la permission, et mes parents étaient d'accord avec ça? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Evan. Il est allé directement à la messagerie vocale. J'ai rappelé, même résultat. Les heures ont passé, et j'étais coincée dans la maison, alternant entre les promenades dans le salon et les regards fixes sur mon père, qui agissait comme si de rien n'était. Maman était sortie faire des courses, totalement inconsciente de la situation. Quand j'ai finalement entendu le bourdonnement familier de ma voiture entrant dans l'allée, j'ai ressenti une vague de soulagement et de colère. Mais quand je suis sortie et que j'ai vu l'état de la voiture, le soulagement s'est évaporé instantanément. Le pare-choc avant était cabossé, l'un des phares était brisé et le rétroviseur latéral pendait à un fil. Evan est sorti du siège du conducteur, souriant timidement, comme s'il revenait d'une promenade, pas d'un désastre. « Ne t'inquiète pas, » a-t-il dit, levant les mains comme s'il désamorçait une bombe. « Ce n'est pas si grave, juste un petit choc. »« Ce n'est pas si grave, » ai-je répondu, la voix tremblante de colère. « Tu m'as volé ma voiture et tu l'as démolie. » Evan a roulé des yeux, me dépassant comme si c'était moi qui étais irrationnel. « Des stress, mec, c'est juste une voiture. L'assurance la couvrira ou quelque chose comme ça. » L'audace pure de sa réponse m'a fait bouillir le sang. Je l'ai suivi à l'intérieur, ma colère débordant. Ce n'est pas seulement à cause de la voiture, Evan, c'est à cause du respect. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas sans demander la permission, et maintenant elle est démolie. Evan s'est retourné pour me regarder, son expression a changé pour devenir de l'irritation. Tu fais un drame pour rien. C'est juste une bosse, des stress. Un drame, ai-je crié. Tu as une idée de combien j'ai travaillé dur pour entretenir cette voiture? Ce n'est pas juste une bosse, Evan, c'est ton manque total de responsabilité. À ce moment-là, maman était revenue et se tenait à la porte de la cuisine, observant la dispute avec une expression d'inquiétude sur son visage.
Papa l'a rejointe, le visage marqué de cette même expression fatiguée et méprisante qu'il portait toujours quand je m'opposais à Evan. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé maman avec prudence. Je me suis tournée vers elle, ma frustration débordant. « Qu'est-ce qui se passe ? Evan m'a volé ma voiture sans demander la permission, l'a démolie, et maintenant il fait comme si de rien n'était. » Maman a froncé les sourcils, regardant Evan. « Evan, est-ce vrai ?» Evan a haussé les épaules, s'appuyant sur le comptoir comme s'il n'avait pas causé des centaines de dollars de dégâts. « Ce n'est pas si grave, maman. David fait un drame. »« Un drame ?» ai-je dit, ma voix s'élevant de nouveau. « Regarde dehors. La voiture est démolie. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un drame ?» Maman a soupiré, posant une main sur mon épaule pour essayer de me calmer. « David, on comprend que tu sois fâché, mais peut-être devrais-tu laisser tomber. Evan a fait une erreur, il n'y a pas besoin de faire de ça quelque chose de plus gros qu'il ne l'est. » Laisser tomber, ai-je répété, stupéfait. Il m'a volé ma voiture, il n'a même pas le permis. Comment est-ce que ce n'est pas une grosse affaire pour vous ? Papa a fait un pas en avant, d'un ton ferme et définitif. David, ça suffit. On a besoin de maintenir la paix dans cette famille. Evan est encore en train de se trouver, et en tant que frère aîné, tu dois donner l'exemple. Parfois, cela signifie de prendre le chemin le plus facile. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Donner l'exemple, ai-je dit, à peine capable de contenir mon incrédulité. Comment est-ce donner l'exemple de me laisser marcher sur les pieds ? Quand allez-vous le tenir responsable de quelque chose ? Papa a soupiré, se passant une main sur le visage, comme si c'était moi qui causais le problème. Regarde, David, tu es le responsable de la voiture. Tu devras couvrir les frais de réparation. Les mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je dit, la voix tremblante. Vous me dites que je dois payer pour des dégâts que je n'ai pas causés ? Tu es le propriétaire, a dit papa simplement. C'est ta responsabilité. J'ai senti que quelque chose en moi se brisait. Des années de frustration, de colère et de ressentiment ont éclaté en même temps. Sans dire un mot de plus, je me suis retournée et j'ai couru dans ma chambre. J'ai pris une valise dans le placard et j'ai commencé à y mettre des vêtements, des chaussures, mon ordinateur portable. J'ai tout mis dans la valise sans réfléchir à deux fois. Mon esprit était accéléré, mais une pensée était très claire, je ne pouvais plus rester ici. Quand je suis redescendue avec la valise à la main, les yeux de maman se sont ouverts grands. « David, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Je ne peux plus faire ça, » ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. J'ai passé toute ma vie à nettoyer après Evan, à assumer la responsabilité de choses qui ne sont pas de ma faute, et sans rien recevoir en retour. Il a démoli ma voiture, et vous me dites de laisser tomber ? C'est fini. Papa s'est levé, le visage assombri. Ne fais pas un drame, David. Où vas-tu aller ? Je vais trouver ça, ai-je dit, d'une voix ferme. Mais je ne vais pas rester ici. Evan était assis sur le canapé, observant la scène avec la même expression de satisfaction sur son visage. Tu pars vraiment pour ça ? A-t-il demandé, un sourire aux lèvres. Bonne chance là-bas, frère. Ces paroles ont fait mal, mais elles n'ont fait que renforcer ma décision. Je me suis tournée vers mes parents une dernière fois. J'espère que vous vous rendrez compte de ce que vous permettez, ai-je dit à voix basse. Parce qu'un jour, Evan devra faire face au monde réel, et quand cela arrivera, je ne serai pas là pour nettoyer le désastre. Sur ce, je suis sortie par la porte, ma valise à la main. Je ne savais pas où j'allais ni ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, j'en avais enfin fini. J'en avais fini avec la double moralité, le favoritisme et le poids de porter le fardeau de la dysfonction de ma famille. Quitter cette maison avec ma valise a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Je n'avais pas de plan, mais je savais que je ne pouvais plus y rester plus longtemps. J'ai appelé mon meilleur ami, Josh, alors que je marchais dans la rue. Sa voix était rauque, il avait clairement dormi, mais quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il n'a pas hésité. « Viens dormir ici » a-t-il dit. « On verra ça demain matin. »
L'appartement de Josh était petit, juste une chambre avec un canapé qui a fait office de mon lit pendant les semaines suivantes. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à la liberté. Pour la première fois de ma vie, je ne sentais pas que je marchais sur des œufs. Je n'avais pas à m'inquiéter des bêtises d'Evan ou des attentes constantes de mes parents. C'était silencieux et c'était le mien. Les premiers jours ont été un mélange d'épuisement et de soulagement. Je n'ai pas dit à mes parents où j'étais, et je n'ai pas répondu à leurs messages ni à leurs appels. Ils sont arrivés par vagues au début. Les messages de ma mère étaient pleins d'inquiétude, tandis que ceux de mon père ressemblaient davantage à des accusations voilées. « Tu dois arrêter ces bêtises et rentrer à la maison pour qu'on puisse parler », disait l'un d'eux. Un autre disait « Fuir ne résout rien, David. » Mais je ne fuyais pas, je me défendais enfin. J'ai pris autant de quarts supplémentaires au cafétéria que possible, économisant chaque centime. Josh ne m'a pas fait pression pour le loyer, mais je me suis assuré de contribuer aux courses et aux services quand je le pouvais. Pendant les rares moments de calme, j'ai commencé à penser à ce que je voulais pour moi. J'ai fait des listes d'objectifs, des choses sur lesquelles j'avais toujours été trop occupée ou trop stressée pour me concentrer, trouver mon propre logement, suivre des cours en ligne, peut-être même commencer un passe-temps comme le dessin ou la randonnée. Petit à petit, j'ai commencé à sentir que je construisais une vie qui était la mienne. Josh a été une bénédiction pendant ces premières semaines. Il n'a jamais fait pression, mais il a toujours su quand j'avais besoin de me défouler. Tes parents finiront par comprendre, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur son balcon en partageant une pizza. Ils finiront par se rendre compte de combien ils se sont appuyés sur toi une fois que tu ne seras plus là pour tout maintenir. Je n'en suis pas si sûre, ai-je dit, regardant les lumières de la ville. Ils ont passé tellement de temps à trouver des excuses à Evan que je ne crois pas qu'ils sachent même qu'ils le font. Peut-être, a dit Josh, haussant les épaules, mais ce n'est plus ton problème. Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne nettoyais pas après Evan et je ne faisais pas d'efforts au maximum pour répondre aux normes impossibles de mes parents. Au début, c'était étrange, comme si j'attendais que quelque chose tourne mal, mais au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines, j'ai commencé à me détendre. Je ne survivais pas seulement, je commençais à vivre. Environ un mois après mon départ, mes parents sont apparus sans prévenir à l'appartement de Josh. Je m'attendais à ce qu'ils apparaissent finalement, mais cela m'a quand même pris au dépourvu. Josh a ouvert la porte et m'a lancé un regard avant de les laisser entrer. Ma mère avait l'air préoccupée, ses yeux scrutaient la pièce comme si elle cherchait des réponses. Mon père était plus réservé, son expression était illisible. « David, a dit ma mère, la voix tremblante, on s'est beaucoup inquiété pour toi. Pourquoi ne nous as-tu pas dit où tu étais ? » Je me suis appuyée sur le comptoir de la cuisine, croisant les bras. J'avais besoin d'espace, ai-je dit simplement. Je ne pouvais plus faire ça. Faire quoi ? A demandé mon père, le ton tranchant. Je les ai regardés tous les deux, essayant de trouver les bons mots. Être celui qui est toujours responsable, nettoyer après Evan, porter le poids de tout pendant que vous deux vous détournez le regard. Ma mère a sursauté, mais l'expression de mon père n'a pas changé. David, on ne s'est pas rendu compte que tu te sentais comme ça, a dit maman doucement. Comment n'avez-vous pas remarqué, ai-je demandé, ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour garder mon calme. Je vous le dis depuis des années. Chaque fois qu'Evan fait des bêtises, c'est moi qui finis par gérer ça. Et chaque fois que j'essaie de vous en parler, vous m'ignorez. On pensait qu'on était juste, a dit papa, même si son ton suggérait que même lui ne le croyait pas, vous ne l'étiez pas, ai-je dit fermement. Et le pire, c'est que vous ne le voyez toujours pas. Vous êtes plus préoccupé par les sentiments d'Evan que par le fait qu'il m'a volé ma voiture et l'a démolie. Vous m'avez dit de laisser tomber parce que vous ne vouliez pas gérer ça. Il y a eu un non-silence. Ma mère a regardé ses mains, ses doigts se tordant nerveusement. Mon père s'est déplacé mal à l'aise, les bras croisés. Finalement, ma mère a parlé. On ne voulait pas te faire sentir comme ça, a-t-elle dit à voix basse. On pensait qu'on faisait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. J'ai soupiré, le poids de ces paroles s'est posé quelque part entre le soulagement et la frustration. Peut-être que vous le pensiez, ai-je dit, mais ça ne change pas le fait que ça m'a fait mal, et je ne peux pas revenir à la même dynamique. Quelque chose doit changer. Mon père n'a pas répondu, mais ma mère a hoché la tête lentement.
On va essayer, a-t-elle dit, la voix à peine un murmure. Je ne sais pas comment, mais on va essayer. Ils sont partis après ça, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être, ils comprenaient ce que j'essayais de dire. Ce n'était pas une solution, mais c'était un début. Dans les mois qui ont suivi, je me suis consacrée à reconstruire ma vie. J'ai emménagé dans un petit studio, rien de luxueux, mais assez pour l'appeler mien. J'ai commencé à suivre des cours en ligne pour développer des compétences pour l'avenir et j'ai même commencé à dessiner comme un moyen de me détendre. Ce n'était pas facile, mais c'était le mien. Mes parents m'ont contacté de temps en temps, leurs messages étaient plus doux et plus attentionnés qu'avant. Je répondais quand je me sentais prêt, gardant les conversations légères et centrées sur le présent. Evan ne m'a pas contacté du tout, mais Josh m'a montré des publications sur les réseaux sociaux qui laissaient clairement entendre qu'il avait des problèmes sans que je sois là pour nettoyer ses dégâts ou le protéger des conséquences. Il faisait enfin face à la réalité. Un jour, j'ai reçu un message vocal d'Evan. Sa voix semblait hésitante, presque incertaine. « Salut David, je voulais juste te dire que je suis désolée pour tout. Je sais que j'ai merdé. Si tu veux parler, appelle-moi. » Je ne l'ai pas rappelé, pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour décider ce que je voulais dire, ou si je voulais dire quelque chose. Pour l'instant, je me concentrais sur moi-même. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids de la dysfonction de ma famille.